Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là encore une fois. Bienvenue à la 13e édition des Deauville Green Awards. On est très ravis de vous accueillir une année de plus et de commencer avec notre programme jeune qui nous est de plus en plus cher. Comme vous le savez, les Deauville Green Awards n'ont pas lieu juste pendant 2 jours. Ça a lieu pendant toute l'année. Cette année, on est parti encore faire le tour des lycées, des universités en Normandie. On a visité Deauville, Trouville, Elbeuf, n'est-ce pas? Et notre but, c'était de sensibiliser. Oui, tu vas commencer à parler. C'est à côté de Rouen, non? Oui, exactement, c'est à côté de Rouen. Très bien, tu as révisé. Notre but, c'était de sensibiliser un max de jeunes d'entre 15 et 25 ans à travers des ateliers de vidéo de 3 heures pendant lesquels on projetait des films du festival qui nous aidaient à parler des enjeux du climat, de la transition écologique. Et ensuite, c'est les jeunes qui passaient à l'action, les étudiants. Et ils devaient créer des films de moins de 2 minutes, souvent juste à l'aide de leur téléphone portable. Et c'est avec ces films qu'ils ont participé au concours Jeunes Normands 15-25 ans, dont le thème cette année, c'est « Film et ton impact ». Donc, quel impact positif pour la planète, pour la transition écologique, etc. Tout ça n'aurait pas été possible sans les soutiens de la région de Normandie. Donc, merci. C'est grâce à eux que ces programmes grand public prennent de plus en plus d'ampleur et qu'on arrive à sensibiliser un max de monde chaque année. Donc, aujourd'hui, on va faire cette masterclass pour laquelle j'ai convié cette équipe de vidéastes engagés, très rodés, qui vont d'abord présenter leur parcours, comment vous êtes arrivés à être vidéastes engagés, à créer du contenu audiovisuel engagé. Ensuite, on va passer les 3 films finalistes du concours. Je vais inviter les équipes à monter sur scène et après chaque film, vous allez avoir 3 minutes de parole. Et vous allez réagir, poser des questions, etc. etc. Et avant de commencer, je voulais dire un petit mot, car pendant ces 2 jours, on est ici pour lutter pour la culture, fêter l'engagement, et on ne peut pas ignorer ce qui se passe à la rive voisine de la Méditerranée. La situation, comme vous le savez, c'est très grave à la bande de Gaza. Et même si ces 2 jours, on va être en train de célébrer, de fêter très heureux, beaucoup d'entre nous, je pense, on est physiquement ici, mais nos yeux sont toujours là-bas. Donc voilà, petit mot de cessez-le-feu. À fond, cessez-le-feu. Merci. Et il y a aussi l'extrême droite qui commence. Non, Et je vais présenter ces super panels. José Rechak, je suis la première personne qui va prononcer ton prénom. T'es fondateur du MECO, de l'association MECO, et journaliste chez Blast. Bienvenue. Vince Canté, créateur et animateur de la chaîne Limite sur les limites planétaires. Yep. Johan Reboul, créateur de contenu chez le compte Instagram Le Jeune Engagé, auteur du guide du jeune engagé pour la planète et réalisateur en devenir. Voilà. On a, comme vous voyez, il y a une chaise vide. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre en route. Je laisse le mystère. Tout le monde s'en fout. Hein. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de lui. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un jeu de mots parce que la chaîne YouTube du gars, c'est tout le monde s'en fout. Eh, spoiler. Bon, vous pouvez commencer à vous présenter. Peut-être on peut commencer par Vince. Tu veux commencer? Ok, salut tout le monde, donc je m'appelle Vince, mon vrai prénom c'est Vincent. Vince, c'est parce que j'ai fait de la radio il y a très longtemps, sur Fun Radio en Belgique, et en France d'ailleurs, sur Énergie aussi, et sur une plateforme média qui s'appelle Tarmac, une plateforme de la RTBF. Et en fait, il y a quelques années de ça, il y a 4 ans, lorsqu'il y a eu le confinement, j'en ai profité pour essayer de répondre à quelques questions que je me posais. Je suis papa de 2 enfants et je m'inquiétais pas mal de leur avenir. Et ça m'a amené à creuser des questions en matière d'écologie, de changement climatique. Et dès ce moment-là, en fait, j'étais pris de panique. Je me suis dit, quoi, c'est aussi grave que ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai creusé ces sujets-là en profondeur, très en profondeur. Et ce qui m'a amené en fait à tout quitter, tout ce que je faisais. Malgré moi, j'étais influenceur sur les réseaux sociaux,
sponsorisé par des trucs genre Mercedes, Brussels Airlines, compagnie aérienne, par Nike. Voilà, c'était normal, c'était la life. Je partais du principe qu'il n'y avait pas de souci. Dès que j'ai compris en fait que je participais à ce qui littéralement était en train de condamner l'avenir de mes 2 enfants, j'ai décidé de faire un 180 degrés et de tout quitter du jour au lendemain. Donc dès qu'on a déconfiné, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et j'ai aussi quitté la plateforme média dans laquelle j'étais, qui voulait pas trop parler d'écologie. Parce qu'ils estimaient que c'était trop anxiogène, qu'on s'en fout, et blablabla. Et j'ai fondé Limite. Pourquoi ? Pour rendre accessibles des sujets complexes autour, pas que du climat, de la biodiversité, du système économique, du système politique, et aussi pour mieux nous comprendre nous, c'est important. Parce que parfois on se dit ouais mais comment ça se fait qu'il y a autant de mesures à prendre et qu'on ne les prend pas ? Parce qu'aussi il y a des patterns, il y a des fonctionnements de notre cerveau, et tout ça on a fait une chaîne qui l'explique de façon facile et qui fait le lien avec absolument tout notre impact sur la planète Terre, et aussi avec plein de solutions de comment sortir de là. Voilà, pourquoi Limite a été fait ? À la base parce que je me suis posé la question en me disant mais pourquoi je n'étais pas sensibilisé avant par ça ? Alors que voilà, dans la trentaine, tu dis frère, il fallait que ça arrive à un moment donné. Ushuaïa m'avait pas sensibilisé, Discovery Channel, National Geographic non plus, parce que c'était chiant. Voilà, je me suis juste rendu compte de ça. Et donc j'ai essayé de faire du contenu, toujours avec de l'information, on comprend des choses, mais qui est un peu moins chiant en mode alors salut, donc par rapport à la situation en Antarctique et la fonte, non, c'est flemme quoi. Et voilà, Limite, ça a été fondé comme ça. Et aujourd'hui, on est content. Ça fait un peu plus de 2 ans. On est à 70 000 abonnés sur YouTube. Conférencier dans les écoles aussi, beaucoup. Et toujours un pied dans le monde de l'influence, puisque je travaille avec beaucoup d'influenceurs de Belgique pour les transformer et qui changent un petit peu leur modèle économique et leur façon de communiquer autour de certaines choses sur les réseaux, pour arrêter de vendre de la merde et de faire croire que courir derrière de la merde en matière de produits, c'est avec ça qu'on devient heureux. Pas du tout. Voilà. C'est un peu ça que je fais. Merci. Bravo, merci beaucoup. Et aussi, tu interviews des personnalités très intéressantes comme Jean Covici. Dans le monde de la recherche, Valérie Masson-Delmotte, Jean-Marc Jancovici, il y a eu Julia Steinberger, beaucoup d'auteurs du GIEC, effectivement. Il y en a eu pas mal dans l'économie aussi. Voilà, je crois qu'on a 60 chercheurs avec qui on a déjà discuté. Mais on a aussi des personnes rien à voir. On a beaucoup d'influenceurs qui vont arriver, qui ne sont pas du tout dans ce monde-là. On a eu Silent Jill, pour ceux qui connaissent. On a eu Marco Mouli, des rois de l'arnaque, Netflix, qui le mec est loin de l'écologie, mais quand tu parles avec lui, en fait, tu comprends que lui-même est accro à un système, et il avoue qu'il est accro à un truc. Et c'est intéressant. Donc notre but, c'est aussi de sortir des sentiers battus. Et prochainement, mais il va falloir attendre 1 an, j'aime bien toujours balancer des infos comme ça, dans 1 an, on a une interview avec Damso sur les limites planétaires et l'écologie. Damso qui revient pour Beya, son nouvel album. J'ai fait son documentaire à Kinshasa aussi, donc on est frangins. Et ce sera la première fois qu'on aura un rappeur qui parlera de toutes ces questions-là. Et ce qu'il dit dedans, parce qu'on a tourné ça il y a un moment, mais c'est sous embargo, ce qu'il dit dedans est super pertinent et je crois que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin que l'écologie quitte les sentiers battus et soit plus abordée par des Damso qui ont des choses à dire, ou même des Nino qui ont des choses à dire. Hein. Quand Nino il dit que l'Arabie Saoudite n'a plus de pétrole, il n'a pas tort. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire Neom d'ailleurs, mais bref, c'est un autre sujet. Je laisse la parole à mes potes. Tu peux y aller, Johan. J'enchaîne. Moi, ça a commencé avec un déclic. J'avais 16 ans, donc ça remonte il y a 10 ans maintenant. C'était il y a longtemps. J'étais au lycée et j'étais sur Twitter en cours de maths et je vois le hashtag Nutella tue les orang-outans. Et je comprends pas du tout parce que je suis un grand fan de Nutella et je le mangeais à la cuillère. J'avais le pot de 5 kilos chez moi que je mangeais à la cuillère. Et donc là, j'apprends que les orang-outans mangent aussi du Nutella. Et en fait, c'est pas ça, c'est l'huile de palme qu'il y a dans ces pots de Nutella qui déforeste la Malaisie et l'Indonésie. Et ça me choque et je suis en colère et j'ai envie de tout casser. Et c'est comme ça que mon engagement va partir, c'est en lançant des pétitions contre Nutella, contre l'U, qui utilise cette huile de palme et qui participe à la déforestation. Donc vraiment, cet engagement, il part de là. J'avais que 16 ans à l'époque. Et en fait, très rapidement, on a essayé de me décourager. Que ce soit les marques qui m'ont appelé, qui m'ont dit à quoi tu joues, va jouer dehors, tu connais rien, tu as 16 ans. Ou voilà, on a essayé de me décourager. C'est là que j'ai créé le Jeune Engagé, dans cette idée de motiver d'autres jeunes aussi à prendre la parole, parce qu'on a le droit de prendre la parole, de s'engager sur des sujets. J'avais fait beaucoup de recherches, j'avais travaillé mes sujets, j'étais en béton armé, j'ai réussi à démonter tous les arguments de ces multinationales. Donc là, j'ai compris qu'en fait, j'avais toute ma place dans la société et que je pouvais parler et défendre des causes importantes. Donc après, le Jeune Engagé, il a pris comme ça. Je faisais de la vulgarisation d'articles. J'étais sur Facebook, mais rapidement, j'ai découvert qu'il n'y avait personne sur Facebook, à part mes grands-parents.
Donc, c'est pendant le confinement, en fait, que, comme beaucoup, on passait du temps à rien faire et on était beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert, c'est à ce moment-là que les Reels, les TikTok ont commencé à percer. Et je me suis dit, pourquoi pas, dans cette ambiance assez difficile du confinement où on ne savait pas si on n'allait pas tous mourir du Covid, pour dire oui, mais attendez, on va peut-être aussi tous mourir du dérèglement climatique. C'était compliqué de parler de climat. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser l'humour justement pour parler de ces sujets-là, avoir le fond du sujet, mais être un peu plus léger sur la forme. Et j'ai commencé à me filmer comme ça avec des vidéos très courtes où je parle pas et je me mets en scène en fait sur plein de sujets différents. Et c'est comme ça que mon compte Insta a pris de l'ampleur. Et voilà, aujourd'hui, il y a une communauté autour du jeune engagé. Mais parler d'un sujet sur l'environnement en 10 ou 15 secondes, c'est très compliqué. On ne peut pas aller vraiment très loin dans l'analyse. Donc c'est souvent pour mettre la première petite graine chez les gens parce que avec les musiques d'Instagram, etc. et le fait que ces vidéos soient partagées sur toutes les plateformes, je touche un public plus large que juste la communauté de jeunes écolos déjà engagés. Donc moi, ça, c'était mon but. Mais j'avais aussi envie d'aller plus loin et de creuser des sujets en profondeur. Et mon premier projet, ça a été de partir au Liban pour réaliser un documentaire sur la jeunesse libanaise qui fait face à plein de crises aujourd'hui, que ce soit une crise financière, une crise économique. Il y a eu l'explosion à Beyrouth et j'avais envie de voir si, avec la jeunesse libanaise, on pouvait encore parler d'écologie ou il y avait d'autres choses à régler avant. Et donc ça a été mon premier pas dans le documentaire. Je suis parti avec mon téléphone et j'ai filmé comme ça, donc très amateur. La vidéo est sur YouTube si vous voulez la voir. Mais c'était un peu l'idée aussi derrière le documentaire. On m'a toujours dit oui, c'est quelque chose de très professionnel, il faut faire des études dans le domaine, etc. Mais en fait, j'ai découvert qu'on pouvait aussi se lancer comme ça. Et c'est comme ça que je suis parti au Liban et que j'ai fait ma première vidéo. Elle est vraiment pas parfaite, mais c'est comme ça que j'ai appris en fait sur le tas, en rencontrant plein de personnes fabuleuses. Et mon deuxième gros projet que je viens de terminer, c'est en fait il y a 1 an, Victoria Guillaumont, qui a le podcast Nouvel Oeil, m'a envoyé un message et m'a dit je suis allé en Inde à mes 18 ans et j'aimerais y retourner. J'aimerais y retourner sans avion. Est-ce que tu viendrais avec moi? Et je lui ai dit, je la connaissais pas, mais je lui ai dit ouais, pourquoi pas. Donc en fait, je suis parti avec une fille que je ne connaissais pas à l'autre bout du monde sans avion. Donc on a mis 6 mois pour voyager, pour aller en Inde, pour réaliser un documentaire sur les enjeux de l'eau dans le monde. Et donc on a traversé 19 pays en passant de la Turquie, après en Égypte en bateau, l'Arabie Saoudite, les Émirats. On est arrivé à la COP28 où on avait rendez-vous avec Emmanuel Macron pour lui taper la discute sur la sobriété. Malheureusement, il a dû annuler car il avait des choses importantes à faire. Mais normalement, bon là, je sais même Une plus dissolution. je sais pas si on a rendez-vous à l'Elysée, mais je sais pas qui on va rencontrer maintenant, donc on verra bien. Mais donc on était à la COP28 justement à Dubaï pour parler de sobriété parce qu'on était les seuls Européens à être venus sans avion. Puis après on est arrivé en Inde et on est rentré parce qu'il y a eu un petit problème et justement ce qu'on veut raconter dans le documentaire, c'est que malgré tous les efforts qu'on essaie de faire pour éviter l'avion, à Oman on est resté coincé parce qu'on voulait monter sur un bateau cargo mais ça n'a pas été possible. Donc on a pris l'avion de Oman à l'Inde, mais notre revanche c'était de rentrer sans avion. Donc on a traversé le Népal, le Tibet, la Chine, la Mongolie, la Russie et l'Europe pour rentrer en France. Et donc tout ça, ça sera dans le documentaire qu'on est en train de monter qui s'appellera Shimla. Voilà. Merci Johan. Et il sera disponible où ce documentaire? Vous allez diffuser On essaie de viser le cinéma, donc on a mis la barre très haute, mais voilà, il faut avoir de l'ambition, donc on va pousser pour ça. José, let's Oui, go. alors moi ça a été un déclic, un peu comme nous tous. C'est un déclic mais plus le social. C'est-à-dire que moi je suis espagnol, je suis arrivé en France, je suis arrivé en pleine campagne, en Saône-et-Loire, je ne sais pas si vous connaissez, la Bresse, le poulet. Et quand je suis arrivé à Paris, à mes 20 ans, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient à la rue, en fait, qui n'avaient pas de maison, etc. Ce qui m'a un peu impacté. Sauf que 6 ans après, il n'y en avait pas une ou deux, c'est qu'on voyait même des enfants, on voyait des gens qui étaient drogués dans le métro, qui étaient bourrés de plus en plus, etc. Et ça, c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai remis en question notre politique et après coup le système en lui-même. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'on mettait des milliards d'euros dans de la pub, dans du militaire, mais pas dans l'accueil. C'est un peu la thématique du moment avec l'extrême droite. Bon, je voulais le placer. C'est la deuxième fois que tu le places. C'est quoi? C'est la
Deuxième fois que tu le places. Ouais, bah ouais, et puis ça va continuer. Hein. Non, je rigole. Donc du coup voilà, donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai un peu remis en question ma petite bulle, parce que moi j'étais assez bien, pas parce que mes parents me payaient forcément, mais parce que je me suis toujours débrouillé, j'ai toujours eu de l'argent à côté de mon école. Donc moi j'étais à la Sorbonne en fac de langue. Et c'est comme ça en fait que le fait de remettre le système en lui-même, donc même ma vie en fait en question, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire ah ouais bah c'est pas normal quoi, je comprends pas. Pourtant moi je croyais que je vivais dans une vie comme on nous l'apprend, comme on me l'a apprise. En plus en Espagne c'est beaucoup tu travailles, tu ramènes de l'argent, l'amour, la famille, être bienveillant avec les proches et tout, mais pas plus. Et en fait il n'y avait pas ce truc de forcément de passion, d'aller vraiment rechercher ce qu'on a envie vraiment d'être sur Terre quoi. Et en fait c'est en remettant ça en question que j'ai commencé à dire ah ouais il y a un peu une anguille sous roche, c'est pas normal. Et c'est aussi là où très vite j'ai compris qu'on mettait plus d'argent pour gagner de l'argent que pour l'humain en lui-même, la vie en elle-même. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une faille dans le système. Et ouais, là je pars loin, et donc du coup 5 minutes pour raconter toute ma vie, je vous dis même pas. Donc voilà, donc j'étais en fait moi-même le sujet de mon propre projet qui est Umeco. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, vraiment, hein, du jour au lendemain, j'ai arrêté avec mon ex, mes potes, mon travail. J'avais de l'argent de côté parce que, comme je vous dis, je travaillais et j'avais un petit logement donc, qui me permettait de aussi dépenser à fond chez Zara, iPhone, je peux dire tous les noms. Je voyageais à fond, etc. Donc j'ai vraiment tout vécu. Je me suis senti hyper comblé par tout ce que j'avais, etc. J'avais pas de limite. Et en fait, très vite, d'avoir une vie ultra comblé sur l'argent, mais voir qu'à côté il y avait des vies en parallèle qui souffraient. À un moment donné, je pouvais plus fermer les yeux. Je suis passé du ah j'y peux rien à ah ouais là ça me dérange. Et en fait où on met l'argent et pourquoi on s'en charge pas. Donc voilà un peu les questions que je me suis posées. Donc j'ai remis en question l'éducation, les médias et donc le système en lui-même comme je vous ai dit. Et c'est comme ça que je me suis dit mais moi j'arrive à 27 ans donc c'est assez vieux. Hein. J'ai 33 ans bientôt. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas été sensible à ça. Pourquoi? Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé toutes ces questions. Je me suis aussi posé la tienne, Vince, au moment où j'ai commencé à me sensibiliser sur les thématiques humaines, donc sociales, et aussi, donc très vite, on penche sur l'écologie parce que tout est assez lié. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas été lire Le Monde? Pourquoi sur TF1 on n'en parle pas? Sur Touche pas à mon poste, on n'en parle pas parce que je regardais ça avant, bien sûr. Hein, j'étais vraiment au top. J'étais la personne que je veux changer en fait, que maintenant je veux changer. Et donc très vite, j'ai compris que où les médias étaient rachetés par des milliardaires, où il y avait du conflit d'intérêts derrière, où des entreprises qui payaient des pubs, etc. dans les médias. Donc en fait, très vite, les médias ont eu des limites. Dédicace. Non, j'arrête. Faut que j'arrête de faire du stand-up pendant que je raconte ma vie parce que ça marche pas. Et donc voilà, donc en fait, 2019, gros déclic, je me suis posé plein de questions. Vous qui êtes en école de production d'ailleurs, ce qui est ouf, c'est que moi j'ai tout appris tout seul. Le votre prof va me tuer. J'ai été sur YouTube, je me suis vraiment posé toutes les questions, j'ai essayé de comprendre toutes les thématiques. Pourquoi le monde va mal, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait l'huile de palme dedans, il y en avait plein, pétrochimie, enfin bref, ce sont tous les problèmes qu'on peut avoir. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, maintenant je connais le problème. Comment je fais pour aller sensibiliser des gens comme moi, qui ne sont pas malveillants, mais qui ne comprennent pas, ou qui n'ont pas été éduqués, et qui en fait vivent dans le monde. Moi, c'était le foot, l'amour, enfin bref, on s'en fout. Et en fait, très vite, je me suis dit, en fait, il faut que j'apprenne à monter. Donc j'ai appris à monter sur Photoshop, sur Premiere, avec des tutos YouTube. Et une fois que j'avais monté, je me suis dit, ok, trop bien, je vais faire des posts Instagram. Pourquoi? Parce qu'en 2019, là où il y a le plus de monde, c'est sur Instagram, YouTube, les réseaux sociaux. Et c'est là où j'ai commencé à publier. Et très vite, je me suis dit, mais en fait, il y a une limite. Parce que là, je suis un peu un journalisme où je me base sur des médias, sur d'autres médias, ou même des rapports scientifiques ou quoi. Mais je mets un post. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'est aller sur le terrain. Qui souffle le plus? C'est les gens, c'est les assos, les ONG, qui elles vont vraiment mettre en place des rapports, des luttes, des recherches, etc. Des scientifiques rébellion, etc. Et en fait, très vite, j'ai pris le micro d'un de mon meilleur pote qui a créé Interlude, c'est un média de rap. Lui, il avait un micro. J'ai pris le micro et j'étais à la rue. En fait, j'étais voir les gens qui souffraient. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé. Pendant 2 ans, j'étais auprès d'associations, de mouvements, d'ONG. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fait grave du contenu. Et c'est comme ça que j'ai créé Umeco. Et Umeco, en gros, c'est un média qui parle d'écologie, de l'aspect humain. Umeco, c'est-à-dire humain, écologie et animal.
voilà comment j'ai fait mes cours. Et d'une façon très chill, etc. Parce que je me suis remis en question en mode, bah frérot, tu pouvais te renseigner toi-même, tu vois. Mais en fait, ça m'attirait pas, j'étais pas motivé par ça. Ils sont tous formels, moi je suis quelqu'un de très chill, tous là avec leur cravate, ils font rien de sérieux en plus, donc en fait c'est vraiment dans l'apparence. Donc moi je veux casser vraiment tout ce côté-là. Donc pendant 2 ans, ou même 3 ans, même maintenant 4 parce que c'était en 2019, j'ai fait grave du terrain, j'ai créé ce projet. Maintenant je suis chef rédac de ce projet parce qu'il a plu, il y a plein de gens qui sont venus. Donc j'apprends à monter, j'apprends à avoir ce regard journalistique au montage. Je suis aussi producteur. Je produis par exemple une émission qui est sensibilisée par le biais des séries avec des personnes comme ça qui veulent sensibiliser. Donc c'est des séries, des films et des jeux vidéo. Et voilà. Et donc à force d'aller sur le terrain, contact, ça va très vite. Une fois que tu es reconnu comme journaliste, créateur de contenu de terrain, tous les ONG, les assos vous appellent. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Blast. J'ai rencontré Paloma Moritz, qui elle m'a fait rentrer chez Blast. On est devenus amis, etc. Elle a dit, José, il a créé un média depuis 3 ans, il est ultra sérieux, il fait du bon boulot, ce serait trop bien qu'on ait ce profil chez Blast. Et voilà comment je suis devenu reporter terrain chez Blast, des réseaux sociaux. Et Trop bien. voilà. Tu Et me- maintenant, ce qui me... Ouais, vas-y, tu veux peut-être me parler par rapport au contenu? Non, non. Est-ce que j'ai 2 minutes ou 1 minute? Oui, oui. Ouais, trop bien. J'ai l'impression d'être long, ma vie est longue. Non, ça va. Enfin, ouais. Ce qui me différencie maintenant, c'est ce côté où j'amène un côté très léger dans le journalisme, où je suis un peu un genre influenceur, je dirais pas, mais vraiment où j'incarne la chose, je la rends très chill, très humaine, et en fait je vais sur le terrain. C'est que en fait je suis journaliste, reporter terrain, et en fait ce qui m'attire le plus, c'est cette ligne entre la violence policière, les injustices qui peuvent être faites sur des manifestants ou même sur des policiers. Je prends pas part forcément, même si finalement les actions qu'il y a actuellement, ça prend. Les policiers, malheureusement, ils font pas forcément bien leur travail et ça crée des injustices. Et c'est que mes images soient reprises au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, et voilà, lors de procès par exemple, etc. Et en fait, ça crée vraiment un sens à ma vie. Voilà. Et en fait, je voulais vous faire une blague, mais je sais pas si j'ai le temps. Mais j'ai toute ma petite tenue ici. 1 minute pour mettre tout ça. Désolé pour la caméra, ça va pas être Pour la beau. montrer. Ouais, je vous le montrer. Forcément, j'ai fermé la poche, donc c'est compliqué à sortir. Merci Pilar. Voilà. Ah ouais, le truc de terrain, ok. Ouais, c'est ça le terrain. C'est vraiment en mode, je suis à la castagne, j'ai fait Sainte-Soline, je me suis fait bombarder totalement par des T'as le grenades sérum GM2Z. physiologique aussi? Ouais, j'ai du sérum, j'ai le brassard prêt, j'ai le masque, lunettes balistiques, casque. Il est bien abîmé d'ailleurs. Voilà. Je fais face à des jets de pierre, des matraques, du gaz lacrymo à gogo. J'ai l'impression d'en bouffer tous les jours. Je vais peut-être me faire une cure de gaz lacrymo bientôt. Bon, je peux pas le mettre. Voilà, j'ai mon petit brassard presse. Enfin bref, voilà un peu ma petite panoplie. Bon, de base, je voulais le mettre et parler avec le masque parce que ça faisait mais j'ai pas le temps. Je raconte ma blague. C'est pas grave, parce que là, on a l'intervenant dont tout le monde s'en fout. Ah ouais. En fait, tout le monde s'en fout de mon histoire et elle arrive. Axel Lachuada et tout le monde s'en fout. Il était temps. Bien arrivé. C'est ce qu'on peut. Hein. C'était bien les Bonsoir, trains. bonjour. Pardon pour le retard. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je raconte ma vie. Ah, on se présente. Oh non, d'accord. Ah, Ouais. merci d'avoir comblé pendant Ouais, que j'arrivais. Je t'ai calmé la salle là. J'ai envoyé un petit Violence message policière. pour qu'il Pour fasse du te blabla. mettre un peu en contexte, du coup, c'est des jeunes qui font des études en audiovisuel et Pourquoi ils vous ont faites ça besoin. Arrêtez tout de suite. Ça ne sert à rien. Ils veulent que tu leur inspires avec ton parcours bon, je t'ai présenté, Ok, faut que comédien, je vois. réalisateur, auteur. Faut que je vous raconte que c'était hyper facile et que tout va bien et que vous avez eu raison de faire ce choix. Ok. Moi, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai commencé à écrire des histoires quand j'avais 11 ans avec un pote parce que je m'ennuyais à l'école et je comprenais pas grand-chose à ce qu'on me demandait au collège. Et donc, pour affronter un peu le monde et toute la toxicité qu'il y avait déjà dans les années 90, j'écrivais des histoires avec mon pote pour me faire marrer. Et j'ai fait une fac de art plastique parce que je me suis perdu dans les couloirs. Et dans cette fac, un jour, j'ai vu qu'il y avait une section art du spectacle et de l'écran. Et comme je comprenais rien en art plastique non plus, j'ai dit à mon pote, viens, on essaie de faire une section cinéma à la fac. On a eu des cours, on avait 16 heures de cours par semaine en fac, où tu n'apprends pas grand-chose, mais on s'est fait un groupe de potes avec qui on faisait des courts-métrages. Et donc on écrivait.
On tournait ce qu'on pouvait avec nos vieilles caméras H8 de l'époque. Et en sortant de fac, j'ai voulu, donc je voulais être réalisateur. Mais je me suis dit, ok, réalisateur, c'est pas un vrai métier. Donc j'ai regardé un peu ce qui me plaisait dans l'élaboration d'un film. Et ce qui me plaisait, moi, c'était le montage. Donc j'ai fait une école de montage à Paris. J'ai fait un premier stage. Je suis sorti de l'école, ça s'appelle le CLCF. Je suis sorti de l'école, j'ai fait un stage sur un site qui était comeaucinéma.com. C'était un peu le concurrent de Allociné à l'époque. J'ai passé 2 semaines dans ce stage à apprendre aux gens à faire du montage. Je me suis dit, c'est pas normal pour un stage, vraiment, c'est pas dans ce sens-là. Du coup, je me suis barré et là, j'ai commencé à accepter tous les postes de monteur qu'on me proposait gratuitement. Donc, j'ai bossé presque 2-3 ans gratos sur tous les projets qu'on me proposait. Et à côté, moi, j'écrivais des courts-métrages et j'essayais de réaliser. Et puis, au bout de 15 ans de faire ça gratuitement et d'essayer de monter des projets, il y en a un qui a marché, qui s'appelait Tout le monde s'en fout, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et Tout le monde s'en fout, c'est né vraiment de ces 15 années de galère, de tentatives ratées, etc. etc. Et donc, moi, mon parcours, c'est vraiment juste le fait de ne pas lâcher l'envie de faire des films, de passer des messages, de raconter des histoires, de faire passer de l'émotion. Parce que moi, à la base, je n'étais pas du tout un militant écolo ou... tous les sujets qu'on traite dans Tout le monde s'en fout, c'est venu avec Et Tout le monde s'en fout. Moi, mon envie de base, c'est vraiment de faire passer de l'émotion. C'est ça qui m'a motivé dans le fait de faire ce métier. Et à force de brasser tous les sujets qu'on a brassés dans Tout le monde s'en fout, je me suis engagé de plus en plus. Mais le parcours de vidéaste, vraiment, pour moi, il est jonché d'échecs. Ça, faut vraiment se mettre dans la tête. N'ayez pas peur de faire des films pour faire des films. Enfin, le meilleur moyen d'apprendre à faire des films, c'est d'en faire de toute façon. J'avais juste te dire un truc. Quand j'apprenais le français, que j'avais 17 ans, 18, j'ai regardé tes vidéos. On me l'avait envoyé pour apprendre le français, du coup, merci. Ça, c'est une belle revanche sur l'école. Ouais, maintenant, on va pouvoir passer aux projections des 3 films finalistes du concours Jeune Normand 15-25 ans, Film et ton impact. Le premier film s'appelle Éteignez vos appareils. L'équipe du film est normalement présente. Je vous invite à monter sur scène pendant qu'on regarde les films. Bravo. Bravo. Tiens. Bien, ouais. Eh bien, bonjour à tous. C'est bon, on m'entend? Ouais. C'est bon. Ok, très bien. Oui, ok, très bien. Alors, vous venez de voir le court-métrage que j'ai réalisé avec des camarades à moi qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement. Donc, ces camarades se nomment Quentin Gailleg, Bastien Planchon et Axel Bonhomme.
Donc je leur dédicace cette projection parce que c'est aussi grâce à eux que ce projet a vu le jour. Un merci aussi à mon professeur Christophe Pic qui m'a aidé pour la réalisation de cette vidéo. Je pense que je vais vous expliquer quelques choix d'intention pour la réalisation de mon film. Donc tout d'abord, en fait, moi, notre idée, c'était de pouvoir faire un film plutôt orienté horreur, quelque chose qui soit assez stressant, parce que je trouve, en tout cas de mon point de vue, qu'un film qui dégage des émotions, donc dans notre cas-là, la peur, je trouve que ça marche beaucoup mieux pour marquer les esprits. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire du coup un film plutôt d'horreur. Donc parmi les codes du film d'horreur, donc on a les couleurs qu'on a utilisées. Alors je ne sais pas si c'est bien vu sur notre écran, mais j'ai décidé d'utiliser en majorité le vert assez foncé pour rappeler le dégoût et la peur, que j'ai utilisé avec du rouge, parce que le rouge ça rappelle l'insécurité et le danger. Et enfin, vous l'aurez compris du coup dans la vidéo, donc en fait le rythme s'accélère, donc c'est pour appuyer ce sentiment de stress pendant la vidéo où on voit tous les appareils s'allumer de plus en plus, donner une impression en fait que les appareils nous agressent, et c'est totalement l'effet qu'on a voulu avoir. Je pense avoir terminé avec mes choix d'intention, en tout cas les grandes lignes. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux juste me dire ton prénom? Parce que j'ai 4 noms de l'équipe de film ici. Quentin? Quentin, oui, c'est bien ça. Très bien. Voilà, vous pouvez faire le retour à Quentin. Ouais, je voulais réagir. Quentin, quand j'ai vu regarder le début, ça m'a fait penser à un film des années 80 qui m'a fait flipper. C'est inspiré de Stephen King, qui s'appelle Overdrive, un truc dans le genre. C'est un vieux film, mais où il y a toutes les appareils qui tuent les gens. Mais toutes les machines, tout ce qui fonctionne, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électronique, donc un distributeur, tu as des gens. C'est en film d'horreur, donc les gens ils sont coincés au milieu des États-Unis dans un désert sur une aire d'autoroute. Et ils arrachent toutes les machines, parce que les distributeurs leur envoient des cadettes et les tuent. Aujourd'hui, tu regardes ça, c'est un nanar, mais dès que j'ai vu le début, je me suis dit, ah ouais, pas mal le truc, et la petite ref, et c'est involontaire, hein, tu vois. Je dis pas du tout que t'as été prendre le machin, mais ça m'a fait penser à ça, et c'est un gros truc d'un livre de Stephen King à la base. En vrai, c'est marrant. Alors, j'avoue que je connais pas, mais par contre, ça m'a donné la curiosité d'aller voir. Maximum Overdrive. Maximum Overdrive. Ok, très un bien. nom nanar un peu. Je m'en rappelle, je note dans ma tête. Non, en fait, moi, pour le coup, je me suis plutôt inspiré des films Toy Story. Alors, bon, c'est pas de l'horreur, mais en fait, cette idée de choses non vivantes en fait qui s'animent, ça m'a directement fait penser à Toy Story. Et puis, en fait, Chucky. Excuse-moi, je t'attends, mais Chucky. Tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé dès le début, mais oui, Chucky, ça, oui, c'est vrai. Non, moi, pour le coup, en fait, Toy Story, c'est ma saga de films Pixar préférée, tout simplement. Donc, en fait, je me suis inspiré directement de ça. Il y a aussi une musique qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Fireflies de Owl City. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Durant le film, durant la musique, pardon, on voit Owl City chanter avec les appareils qui se mettent en route de plus en plus. Et oui, et puis aussi, il y a une référence peut-être un peu plus obscure. Allô maman, ici bébé. Je sais pas si ça parlait des gens. Mais dans le deuxième opus, on a au début, en fait, le bébé qui voit un robot, je crois, l'agresser. On voit des toilettes qui parlent et qui effraient l'enfant. Et c'est des choses qui m'ont traumatisé étant petit. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'y a fait penser et inspirer pour la réalisation de mon film. Et la petite référence au poster derrière de Walking Ends à la place de The Walking Dead, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Parce qu'on le voit bien, quoi. Moi, je me suis demandé, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Alors pour le coup, ça, c'est pas mon choix en fait, c'est la chambre d'un des participants. Donc c'est pas ma chambre, c'est pas un de mes choix, mais c'est la chambre de Bastien Planchon dans mon groupe. Tu t'es souvenais pas du nom de ton pote? Je fais dédicace quand même. Oui, je balance. Non, mais, du coup, oui, j'ai voulu. Enfin, c'est pas mon choix à moi, c'est lui qui adore The Walking Dead et l'univers des comics en général, donc c'est totalement volontaire. Pour le coup, c'est sa décoration de chambre en temps d'emballe. Et c'est quoi le message que vous avez voulu faire passer justement? C'est de réfléchir à notre impact quand on utilise des appareils électroniques, de vérifier toujours qu'on éteint bien les lumières, qu'on n'utilise pas les appareils pour rien, qu'on pense à débrancher nos chargeurs quand on a fini de charger nos téléphones, par exemple, qu'on éteigne les interrupteurs, enfin les gestes, je pense, classiques, mais que certains oublient trop souvent. Voilà. Okay. Parce qu'il y avait aussi le côté, justement, tu l'as dit, de stressant. Moi, ça me fait penser à les appareils. J'ai l'impression des fois nous contrôlent plus que nous on contrôle les appareils quand ça sonne dans tous les sens pour aller éteindre. Il y a ce côté angoissant et je trouve que je retrouvais là ce côté où on
peut les éteindre et on reprend le dessus. Et puis même les appareils, ça fait très souvent des bruits stridents. Et je sais pas si ça s'est remarqué, mais du coup, plus le film avance et plus les sons se superposent. Et c'est pour accentuer cet effet de menace, ce sentiment d'insécurité. Non, moi c'est marrant parce que je parlais de mon pote tout à l'heure avec qui je faisais des courts-métrages quand j'étais jeune et on en a fait un à l'époque dans le même ordre, c'est-à-dire que c'était un personnage qui se rendait compte que toute sa famille avait été avalée par les télévisions dans l'appartement. Et donc, et à la fin, il se faisait bouffer par une télé aussi. Et j'utilisais les mêmes sons de hyper stressants là. Donc, et la musique, ça vient d'où? La musique, je crois que j'ai mis la référence, je suis pas sûr. Non mais ça vient de Quentin Planchon. Alors la musique, je crois que c'est une musique libre de droit. Okay. C'est une musique libre de droit, donc j'ai pas le nom exact. J'avais mis les sources à la fin de ma vidéo, mais j'ai pas le nom exact. Mais c'est t'as eu une recherche de musique, vous en avez écouté plusieurs. Oui. Est-ce que tu as monté? Est-ce que tu as eu la musique avant de tourner ou est-ce que c'est pendant le montage? Non, c'est pendant le montage. En fait, j'avais déjà une idée claire de ce que je voulais faire. En fait, du coup, ce que j'ai voulu faire, c'était un film crescendo, donc ça aille de plus en plus vite. On en avait déjà fait un l'année dernière, moi, avec mon professeur qui est ici. Et je savais en fait déjà dans quelle direction me diriger. Je savais quel style de musique je savais quel style de musique je voulais voir. Et enfin, je voulais avoir, et du coup, en fait, je savais que peu importe la musique que j'allais prendre, je savais exactement dans quel chemin j'allais me diriger, et j'étais assez confiant. Donc, je sais que c'est peut-être plus logique de choisir la musique avant, mais pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que comme je savais déjà tout ce que je voulais faire, ça m'a pas dérangé. Il n'y a pas de logique dans ce métier. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ce truc où on dépend beaucoup des appareils. Par exemple, je pense qu'ici on le fait tous parce qu'on crée du contenu, mais en tant que journaliste d'actu, par exemple, c'est tu te lèves le matin, tu regardes les notifs, il se passe quoi. Et en fait, c'est dès que tu es réveillé au soir où tu t'endors, tu es tout le temps comme ça, et c'est comme ça toute l'année. Et au moment, par exemple, où tu éteins la lumière, ça me rappelle vraiment le truc de ok, là, j'en peux plus, je laisse le téléphone, je pars en vacances et vraiment je profite. Et c'est bizarre parce que quand j'ai vu l'image, ça m'a apaisé en fait. À quel point, ouais, vraiment, genre, je suis ultra sensible. C'était pas le but d'être apaisé. Laisse-moi être apaisé. Non mais tu vois, un truc tout bête, c'est que depuis le début, depuis que je suis assis, on m'a appelé 3 fois, mon téléphone fait que de vibrer. Donc c'est vraiment ce truc de ultra connecté où il y a des notifs, tu publies, tu dois regarder les retours. Enfin bref, c'est vraiment tout le temps derrière le téléphone et voilà, très bien. Justement, c'est marrant que t'en parles parce que moi justement j'ai un rapport assez particulier avec la technologie. En fait, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Donc j'ai commencé avec la télé, puis je suis directement passé sur les consoles de jeux, à jouer à Mario Kart dès 4 ans, 5 ans. Puis quand c'était pas la Wii, c'était la DS. Puis ensuite, c'était toujours des nouvelles consoles. Puis à un moment, je suis passé sur ordinateur. Donc passer toute la journée sur ordinateur quand tu joues aux jeux vidéo, c'est pas bien, mais c'est comme ça que j'ai vécu mon adolescence. Puis à côté, je faisais du graphisme, du montage vidéo. Donc forcément, l'ordinateur il tourne. Puis des fois, tu allumes la console en même temps que l'ordinateur il tourne pour parler avec des amis. Forcément, l'impact après, il est assez conséquent. En fait, on devient fou. Oui. On devient fou. En fait, en plus, maintenant, tu as le système notification aussi, par exemple. Oui. Donc en fait, tu es toujours là comme ça, ton cerveau il se repose jamais. Oui, voilà, mais en fait ça nous crée une sorte d'addiction en fait. Les écrans, maintenant c'est compliqué de vivre sans, hein. Même moi, je sens que des fois on m'enlève mon téléphone, je sais pas où donner de la tête parce qu'en fait je sais pas exactement où je suis en quelque sorte. Donc oui, maintenant c'est comme une partie de nous en fait maintenant. C'est un peu ce message-là que tu as essayé aussi de... Oui, combien de temps pour tourner, monter en tout à peu près? Alors, pour tourner, ça a pris une journée entière. Pour le montage, ça a dû prendre, je dirais, peut-être 6 heures, peut-être un peu moins, mais aux alentours de 6 heures. Donc c'était en fait divisé par séance de 3 heures, mais sur lesquelles on a eu le temps de travailler chacun de notre côté. Okay. Voilà. Et c'était écrit ou c'était improvisé? C'était écrit. Okay. Enfin, oui. On avait. Tu savais quel plan tu voulais avoir, tu avais fait un storyboard et tout. Oui, on avait storyboard. On a réfléchi d'abord à ce qu'on voulait faire en fait, genre le scénario, savoir ce qui se passe, les éléments, par exemple les appareils électroménagers. On a essayé de savoir lesquels pouvaient être utilisés, lesquels on pouvait avoir chez nous, etc. En fait, on a fait du brainstorming en fait, tout simplement avant de faire le film, et ça a donné ce résultat-là. Petite dernière question rapide parce que je vois le timing qui va vite. C'était quoi le truc où tu te dis ah merde là on a complètement foiré et que vous avez essayé de rattraper? Il y a toujours un truc qui se passe dans un tournage. Un truc comme ça. Alors je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on a foiré, mais la première chose qui me vient en tête c'est on voit une lumière qui clignote à un moment en rouge
pendant le court-métrage, je sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais en fait, on n'arrivait pas on savait pas comment la faire fonctionner pour la faire clignoter. En fait, au départ, on voulait que ce soit au montage qu'on rajoute une lumière. Et en fait, du coup, pendant qu'il y en avait un qui filmait, que quelqu'un avait la perche et que moi je faisais l'acteur, il y avait le quatrième, donc je sais plus lequel de notre groupe fait ça, mais quelqu'un débranchait ou faisait des faux contacts avec le fil pour que ça fasse clignoter en fait et que ça le mette sur le côté de ma tête et qu'on ait cette impression que en fait on voit la menace même quand on la voit pas à l'écran en fait. Voilà. Ok, ah, super, merci. Voilà. Bravo Merci. en tout cas. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bravo Quentin. Merci beaucoup. Ok, maintenant on va passer au deuxième film qui s'appelle Génération Echo. Donc on va regarder l'extrait. Je pense que l'équipe de film n'est pas présente. Ah si, ok, d'accord. Bah, super. Vous pouvez monter pendant qu'on regarde le film alors. On n'a pas l'image. Ouais, on n'a pas l'image. Au menu des emmerdes, on n'en est qu'à l'apéro. Diverses choses s'accélèrent d'un point de vue climatique, d'un point de vue global de 1,5. La Terre fait les choses beaucoup plus vite que prévu. Hier, j'ai acheté un nouveau carnet. Ah, au fait, je t'ai pas dit. J'ai fait une commande de vêtements sur internet. Vous voyez les jeunes, je trouve que Ouais, on est bon, un ouais, peu vous conscientisés. êtes jeunes, Les hein, jeunes, c'est à vous vous de faites changer des les écrans, choses, au lieu de rester sur vos téléphones pour Les jeunes la ne se planète. sentent pas concernés par le tri. Et c'est pourtant important Tu vois pour la que planète. tous leurs déchets, ils les mettent par terre. « 56% des jeunes pensent que l'humanité est condamnée. Les changements climatiques sont bien là. À mesure que leurs effets s'intensifient, ce sont les enfants et les jeunes d'aujourd'hui qui en subiront les pires conséquences. Nous sommes la dernière génération qui peut mettre fin au changement climatique. Nous pouvons le faire et nous le ferons. Vous pensez peut-être que nous sommes trop jeunes pour connaître les risques des changements climatiques, mais nous en voyons les effets dans notre quotidien. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. On a le droit d'avoir peur, mais pas d'abandonner. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre ce micro et... Je sais pas si on m'entend. On m'entend? Je parle plus fort? Ok. Ok. Donc, nous, on a fait le film Génération Echo, du coup, encadré par notre professeur, Monsieur Pic. Donc, on a choisi l'éco-anxiété parce que c'est un sujet qui peut toucher plein de personnes, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était, on ne savait pas qu'il y avait vraiment un nom dessus. Donc, c'est après avoir fait plusieurs recherches qu'on a vu que l'éco-anxiété, c'était vraiment un réel sujet qui pouvait toucher plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler pour montrer qu'on pouvait être tous entendus et que ça pouvait toucher un peu tout le monde. On voulait surtout montrer le côté assez stressant du coup de l'éco-anxiété, montrer comment les jeunes peuvent eux se sentir par rapport à toute la pression qu'on a sur nos épaules entre guillemets, parce qu'on est vu un peu comme la génération qui va vraiment devoir changer les choses en fait. Alors moi j'aimerais remercier l'IUT qui nous a permis d'arriver ici et de montrer que même en études on pouvait faire des très beaux projets et arriver autant haut, parce que je trouve que le festival a quand même une grande importance aujourd'hui et voilà. Du coup, quand on a choisi le sujet, on a tous remarqué qu'on avait un point commun sur le fait qu'on est tous sensibilisés sur l'écologie maintenant. Mais c'est beaucoup dans le reproche en fait. On nous reproche de ne pas faire les choses forcément comme il faut. Et nous, on trouvait ça bien aussi de montrer les conséquences de ces reproches. Et dans un sens, que pour sensibiliser de la bonne façon, le meilleur était de nous montrer vers où aller et comment faire les choses mieux. On a choisi ce sujet parce que c'est un sujet assez important, vu que notre génération, surtout, on nous met la pression en fait, au niveau écologique. On nous donne beaucoup d'actions, on
on nous demande en fait beaucoup de choses par rapport à ça et on voulait vraiment en parler parce que il faudrait que justement ce soit un sujet qui soit abordé plus facilement et avec moins de stress et d'anxiété. Et ça nous semblait tous un peu important d'en parler et de mettre ça en avant, surtout pour un festival comme ça. Voilà. Et puis aussi, l'éco-anxiété, c'est un sujet qui est très peu parlé. Genre, personnellement, je connaissais pas du tout ce sujet. Donc voilà. On a choisi ça comme sujet parce que personne n'allait en parler et c'était quand même important d'en parler. Merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant parce que, nous, je parle pour nous, notre génération, l'écologie, c'est vrai que c'était presque une blague. Ouais, c'était l'éco-anxiété, ça n'existait même pas. C'est quoi l'écologie? Et vous sentez que depuis... vous avez quel âge, juste pour 18 ans tous. 18 ans. Et vous sentez que c'est un vrai poids dans votre quotidien en termes d'injonction Moi, par exemple, au niveau de mon éducation, c'est quelque chose qui a été très important dans les valeurs de ma famille. Donc, on m'a beaucoup incité aux valeurs de ces valeurs-là, en fait, participer à ce mouvement écologique et tout. Et donc, en fait, ça devient une pression parce qu'on a l'impression que si on fait rien, ça va devenir grave, et c'est déjà le cas. Moi, je me demandais, excuse-moi, tu avais peut-être encore quelque chose que Non, vas-y. Est-ce que le mot éco-anxiété a répondu à quelque chose que vous ressentiez? Ou est-ce que vous estimez que vous étiez déjà, parce que j'ai l'impression que certains ont découvert le sujet, que vous étiez déjà éco-anxieux? Je vais vous laisser répondre à cette question, puis je vais vous en poser une derrière. Moi, du coup, comme Nolan disait, je viens d'une famille qui fait très attention au sujet de l'écologie, que ce soit dans l'alimentation, dans les achats, globalement, en fait. Et c'est vrai que la génération de nos parents ont tendance à vraiment mettre une certaine pression, une responsabilité pour nous de suivre ce schéma-là, en fait, qui est normal. Alors c'est leur faute. Mais non, mais peut-être pas toujours de la bonne façon, dans un système plutôt de reproches. Et du coup, moi personnellement, c'est un poids et une responsabilité que je me dois de continuer aussi. Donc, ouais. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir? Vous arrivez à vous projeter, à vous dire, ok, moi je sais que dans telle année, en 2040, je fais ça. Est-ce que vous y arrivez, vous? Non. C'est la première fois dans l'histoire récente qu'une génération n'est pas capable de se projeter. Et en fait, l'éco-anxiété répond aussi à des problématiques de gens qui se disent, ouais, il va m'arriver quoi au niveau financier, quel taf je vais trouver, peut-être partir en sucette au niveau social. Ça fait partie, ça englobe aussi d'une certaine façon. Et c'est intéressant, parce qu'une certaine façon, je crois que vous êtes surtout lucide en fait. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le système économique, dans nos interactions sociales, et ça vous inquiète. Et en fait, malheureusement, ouais, vous portez un petit peu le poids de beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai adoré, lors de ce que j'ai vu, pour reparler un peu plus du fond, c'est cette dissonance. À un moment donné, vous scrollez, vous voyez effectivement toutes des alertes importantes autour du changement climatique, d'effondrement de biodiversité. Et après, ah ouais, t'as vu chez Chine, ou je sais plus très bien ce que j'ai entendu, mais ça parlait des vêtements, etc. Et que à partir du moment où on prend conscience de l'ampleur de la problématique et qu'on on est dans sa vie de tous les jours, il y a constamment des dissonances. Et puis, je pense que ce que vous devez affronter, ce qui est effroyable, c'est que vous portez un petit peu le poids de tout ça. On dit, ah ouais, notre génération a tout foutu en l'air, c'est vous qui allez changer, c'est vous qui allez changer les choses. Ce qui est un peu effrayant là-dedans, c'est qu'on vous transmet une responsabilité et que des gens, justement, se dégagent leur responsabilité parce qu'ils sont en fait inactifs. Et ça, je m'adresse vraiment absolument à tout le monde. Je parlais avec beaucoup d'influenceurs qui me disaient la raison pour laquelle j'en parle pas, c'est à la fois parce qu'il y a des écologistes qui disent ouais, t'es pas pur, mais c'est très peu ça, c'est très peu. C'est des gens qui sont très éco-anxieux déjà et qui pointent les incohérences. Non, ceux qui pointent le plus les incohérences, ce sont ceux qui sont inactifs et qui justifient leur inaction en disant mais regarde, t'as vu, tu portes des Nike, t'es pas logique, alors que les Nike, ça se trouve c'est la friperie, ça se trouve t'as récupéré ça. Et en fait, tous ceux qui vont toujours pointer du doigt, généralement, c'est moins des gens qui ont la tête dans le guidon de l'écologie, c'est plus des gens qui se disent je fais pas assez, il faut que je me sente mieux, il faut que je me rassure dans le fait que je ne fasse pas assez en pointant du fait que les autres sont incohérents. Ah, je ne le fais pas parce que les autres sont incohérents, vous avez vu, donc moi je suis cohérent. Il faut aller au-delà de ça. C'est une réponse à la honte en fait. Ouais, c'est ça.
faut C'est un peu vraiment du seum. faut se dégager de ce truc-là. Mais Et on en parlait tout à l'heure avec des amis sur le fait, suite aux activités qu'on a fait ce matin, sur le fait que maintenant tous nos choix, par exemple partir en voyage cet été, tous nos choix en fait, on culpabilise tout le temps. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux enfants, je pense qu'on est encore plus concerné par ça, par le fait qu'on ne sait pas si on peut se permettre d'avoir des enfants en fait, parce qu'on ne sait pas comment on va les laisser après. Mais simplement. Moi, je pense que ce qui est important, tu te dis on culpabilise, et c'est là où c'est super triste, effectivement, d'entendre ça. Faut vous rendre compte que ce que tu appelles culpabilité, c'est de la responsabilité. Et la responsabilité, en fait, c'est cool. Parce qu'en fait, vous avez une conscience que nous, on n'avait pas, nos parents encore moins. Donc, peut-être essayer de transformer cette idée de culpabilité en vraiment une notion de responsabilité. Ça veut dire que vous faites des choix conscients. Et malheureusement, c'est sous l'injonction, et c'est ça qui est relou pour vous. Mais bravo, du coup, de se poser ces questions à votre âge. Merci. Moi, je jouais au POG à 18 ans, tu vois. J'en ai rien à frère, foutre. moi à 18 ans, j'écoutais 50 Cent, je m'en bats à la télé. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça montre l'urgence et aussi le rôle, je pense, de l'audiovisuel, c'est de montrer que c'est pas une fatalité forcément et qu'on peut créer autre chose et rendre désirable autre chose en fait. Et c'est ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires aussi. C'est aussi créer à quoi on pourrait rêver. Est-ce qu'on a envie de rêver de jet ski à Miami ou de reconnecter avec la nature, etc. Donc il y a un gros rôle aussi dans le monde de l'audiovisuel, c'est de comment réussir à refaire rêver et de ne pas voir l'écologie comme une contrainte en fait, mais quelque chose il faut juste changer de système, mais on peut aller vers quelque chose de mieux. Et ça, c'est un premier point pour dire réveillez-vous. Mais je peux le comprendre, moi, en étant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes aussi qui m'envoient des messages. Il y a tellement d'informations qu'on reçoit, ça aussi. Avant, on n'avait pas autant d'informations à la seconde. On peut avoir 10 sujets en 3 minutes où on entend parler de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe ici, des inondations. Comment on arrive à une seule personne à filtrer toutes ces catastrophes et cette information, je pense que c'est très difficile. Et on peut comprendre l'éco-anxiété qui est générée derrière, quoi. Moi, pourquoi le cabaret vert? Ça, c'est moi. Parce que c'est un festival où je suis allée 2 années de suite et que j'affectionne particulièrement, donc je l'ai dans ma chambre. Carolo Massérien, c'est pour ça. Charleville-Mézières. Pourquoi? Moi, je suis né là-bas. moi. Ah oui, voilà. J'ai des amis là-bas. Ah, ok. Ça tombe bien, j'y serai cet été. Donc, Mais j'y retourne pas cette année, malheureusement. Ah, il y a Nino et tout, dommage. Ouais, je sais. En termes d'avion, tout ça, c'est bien, hein, Charleville-Mézières. Frère, je suis plus près de Charleville-Mézières, de Non, mais Bruxelles. justement, je sais bien, Ah c'est oui, cool. voilà. Bilan carbone, c'est nickel. Faut y aller en train. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup impacté, et je pense aussi à nous tous ici, parce qu'on fait du contenu positif. Ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que, ouais. Toi, avec tes vidéos et moi, Parfois, je avec suis sombre. la violence. Ouais, c'est vrai qu'on est sombre. Mais on essaie de rendre la chose, justement, pas comme on a pu le voir dans les vidéos que vous avez fait défiler. D'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas. Si es toi? Non, ça va, beaucoup moins. Mais, il y a toujours mais des voilà, solutions chez moi. C'est ce truc, en fait, on a un problème là en 2024, c'est qu'on est toujours là à montrer les problématiques. Et en fait, là, on devrait être à montrer les solutions. Et elles existent. Et en fait, les médias, ils ont un vrai rôle là-dedans et ils le font pas. Et c'est ce qui crée aussi cette éco-anxiété. Donc, moi, ce que je peux vous dire, mais bon, vous avez déjà fait le tour sur l'éco-anxiété, mais c'est ce truc de trouver un sens à sa vie et qui fait que tu allèges en fait cette éco-anxiété. Vous l'avez mis en bas, à la fin, le fait d'agir, etc. Donc, mais c'est ce que vous faites aussi là, donc bravo. Sinon, je recrute, j'aime bien les petites stats et tout qui arrivent. C'est pas mal. Non, mais voilà. Job alert. En tout cas, ça a du sens. C'est autour de cette thématique qu'a tourné mon film, Même pas peur. Et donc je me reconnais absolument dans tout ce que vous avez énoncé. Et vraiment, moi, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas anxieux, vous êtes lucide. En fait, vous avez ouvert les yeux sur la situation et c'est un avantage concret. Utilisez-le et transformez-le, et effectivement, comme tu as dit, en responsabilité. Et allez-y à fond. Et je pense que comme Yoann l'a bien précisé, il y a du plaisir et du bonheur là derrière. On croit que c'est la contrainte, qu'on se prive, je peux pas prendre l'avion, je peux pas faire ça. En vérité, non. C'est juste qu'à chaque fois, on lève le palier, et on a besoin d'avoir plus pour trouver du plaisir. Mais le plaisir n'est pas bonheur, et c'est vraiment dans autre chose qu'on le trouve. C'est le fait d'avoir réalisé ça entre vous. Et je pense qu'au moment où vous avez bossé le truc et que vous êtes là, regardez la réussite, et ben c'est ça où on se trouve du bonheur et on trouve de la cohésion. Et c'est sur ça qu'il faut aujourd'hui capitaliser, donc se rassembler plutôt que se diviser. Voilà. Référence à ce qui s'est passé derrière moi, bien sûr.
Et je voulais vous poser une question, enfin, je voulais que vous réagissiez à un truc, c'est que vu que maintenant on a l'opportunité d'avoir beaucoup de jeunes, on a tous des réseaux sociaux, on partage tous des informations tout le temps, est-ce que vous pensez que c'est important justement de partager des infos, de relayer par exemple du contenu que vous faites parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas, parce qu'ils veulent pas se positionner, parce qu'ils veulent pas tâcher leur Instagram, parce que... Moi, je pense que du moment où il y a Pascal Pro sur CNews qui dit n'importe quoi, on est tous légitimes de publier des bonnes informations. Ça, c'est moi. Ouais, Bomboclate. Ouais, je pense que c'est hyper important. Il faut juste faire attention aussi à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'informations et il y a des fake news. Donc, toujours vérifier ce qu'on repartage. Mais oui, je pense que ça a un impact hyper important et on l'a vu dans ces derniers jours de se mobiliser et de mettre en lumière des choses qui ne sont pas mises dans les médias actuels. Je pense qu'on a un pouvoir énorme avec nos réseaux sociaux. Il y a des mauvais côtés aux réseaux sociaux, mais il y a aussi des bons côtés qui permettent de rassembler sur des mêmes sujets. Donc oui, il faut y aller. Moi, je dirais c'est important, mais il faut essayer un maximum de parasiter les algorithmes des réseaux sociaux en faisant en sorte de s'intéresser à plein de choses et de ne pas laisser la suggestion nous faire intéresser à quelque chose. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont conçus d'un point de vue économique pour notre temps de cerveau. Et c'est de le hacker. Et comment hacker ? C'est très simple. De temps en temps, vous cherchez un truc qui n'a rien à voir. Genre, vous en foutez, je sais pas, moi, de Barbie, par exemple. Vous en foutez de Barbie, vous cherchez Barbie plein de fois sur YouTube. Vous cherchez Barbie plein de fois sur TikTok, sur Instagram. Vous sortez, en fait, de ce que la suggestion vous montre. Et ça vous permet, en fait, l'algorithme ne va pas comprendre qui vous êtes. Et au moment où il ne va pas comprendre qui vous êtes, il va vous permettre de voir plein de choses et de ne pas non plus rester enfermé dans une bulle. Et croyez-moi que ça... c'est méga important. Je crois que c'est ce qui détruit le plus la démocratie, c'est le fait d'être enfermé dans des bulles respectives qui nous font voir la réalité à la façon avec laquelle on a décidé de la voir, ou du moins que l'algorithme a décidé de nous la faire voir pour qu'on puisse voir la pub. C'est que ça, c'est ouf. En ce moment, il faut faire des recherches sur l'immigration à fond. Vous allez donner notre vision à des gens un peu fermés. Bref, je vous l'ai dit que j'allais les redire. Bon, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. On va passer au dernier film, Earthbreak. Il me semble que l'équipe n'est pas là. C'est ça le film dans le... Ouais, ok. Donc on va voir le film. Très bien. Bon, même si l'équipe n'est pas là, vous pouvez réagir très rapidement, dans une minute, parce qu'on a très peu de temps. Simple, efficace, bravo. C'est très percutant. Il y a plein de trucs que je savais pas, tu vois. Je savais pas que... Non, mais vraiment, ah ouais, sur l'industrie du tabac, je ne fume pas, donc c'est un truc auquel je ne me suis pas trop intéressé. Mais je vais jamais fumer, du coup, tu vois. Ça a marché. C'est vrai qu'on parle souvent de la santé, mais l'impact de la cigarette sur la planète, c'est désastreux. Et
c'est super bien amené, c'est en plus hyper esthétique. Moi, ça m'a mis des frissons. Donc. J'étais en train de chercher des données parce que au-delà de la cigarette, la cocaïne par exemple, c'est 1 gramme de cocaïne, c'est 4 mètres carrés de surface qui est déforestée. Et que la cocaïne, en fait, a un impact sur la déforestation qui est immense. Et en fait, je sais pas, moi, il y a un parallèle qui m'a parlé, c'est le fait que on fume. Pourquoi au final, ça nous tue de l'intérieur. Et que j'ai l'impression que pendant qu'on fait cet acte qui est littéralement suicidaire, un suicide d'espèce, on emporte tout le monde avec nous, quoi. Et je veux dire, même notre système alimentaire, comme il est fait aujourd'hui, il nous tue de l'intérieur. Et j'ai l'impression vraiment qu'on est sur cette planète pour assouvir des besoins dont on n'a plus réellement besoin pour survivre, et qu'on embarque tout le monde avec nous et on se dit on y va, quoi. Donc moi je vois ce gars qui fume, il se tue sa santé, pendant que le tabac aussi c'est la déforestation, ce qu'on a tendance à oublier. Non, c'est dingue, hein. Faut qu'on ait un gros changement culturel là, hein. C'est important. Ils devraient l'envoyer au gouvernement, pour en faire la pub là. Ouais, je sais plus tout à fait. Mais moi, tu as fait le parallèle avec la cocaïne, moi je fais le parallèle avec les pesticides et les PFAS par exemple, quand on voit le rat de laboratoire se faire tester et qu'on voit que malgré ce que ça crée à la vie en général, on continue à en vendre, à se faire de l'argent dessus, c'est la même chose pour moi, c'est la fabrique du doute, c'est ce qu'on a pu voir, il y a un super documentaire d'Arte qui en parle, c'est ce qu'on a pu voir pour les grosses entreprises comme le tabac, les pesticides, les PFAS, etc. Et c'est ce qui m'a rappelé, c'est tout ce mensonge qu'il y a autour. Ces cigarettes ont réussi pendant tellement longtemps à faire croire qu'il n'y avait pas de problème. Et la déforestation, la compensation carbone, de toute façon, on règle le problème des 6 millions d'arbres qui sont abattus, alors que c'est faux, on déforeste beaucoup plus qu'on ne plante et qu'on ne crée ces fameux projets. En fait, c'est le mensonge. On aime bien s'inventer des trucs pour justifier des trucs incohérents, irrationnels, quoi. Pour de l'argent. Enfin, ce truc-là m'a mis en colère. Mais de ouf. Tout à fait. Et on va s'arrêter là, mais après on a une table ronde passionnante sur l'éco-anxiété, donc on pourra continuer à discuter de tous ces sujets. Et rendez-vous ce soir à 18h lors de la grande soirée Normandie ici même pour connaître les gagnants ou la gagnante de Film et ton impact. Merci à tous. Bravo à vous. Bravo. Merci, Bravo.